me rappelle, ça a commencé par un coup de fil entre moi et mon frère et moi. Lui, il était aux US, je sais plus où, dans une vieille université où il se faisait chier. Et je l'appelle. Et j'ai dit, putain, j'ai une idée de ouf. On va commenter des parties sur YouTube. Et ça se fait, ça cartonne aux US, en Corée. Mais on va faire ça en français. Et je suis sûr que ça va marcher. Et on est ici, eh bien, chez moi, qui est un des lieux de départ, sinon peut-être le lieu de départ eh bien, de OGaming, de Confétude. C'est sur cette table, c'est sur ce bureau. C'est là où on se réunissait eh bien, pour faire les premiers enregistrements. Voilà, on était une quinzaine, à peu près tous toqués ici. Et on se lançait ça à grands coups de bière dans la tronche, c'était il y a... Exactement. 7 ans. Ouais. À ce moment-là, c'est pas du tout professionnel. On est en... Donc StarCraft 2 vient de sortir, on est été 2010 et on fait ça pour se marrer. Donc on publie des vidéos sur YouTube, on se trouve des pseudos à l'arrache 5 minutes avant la première vidéo. Et je me souviens encore de ce premier cast où a été choisi mon pseudo. Et j'étais assis, alors à la place de Noix, je crois que j'étais sur la droite. Et j'avais une horde de trolls derrière qui a tenté de faire en sorte que je m'appelle Slip. Heureusement, j'ai hérité d'un nom plus saillant. Il venait d'apprendre à faire du snowboard et il nous sort une Le vrai énorme, Kikou. et ouais, une énorme liste de lexiques de snowboard. Donc je pourrais m'appeler Ride, Grab. Et on va faire ça pue la merde, tu vas t'appeler Slip. Et à l'époque, il y avait plein de trucs qui ont changé sur YouTube, il y a des commentaires et donc on créait des comptes et tout pour dire putain elle est géniale cette chaîne et tout, abonnez-vous. Mais ça nous faisait marrer. Mais il n'y avait aucun entrepreneur dans le groupe. Moi je suis le plus âgé, mais j'avais jamais monté de boîte et j'étais novice. Ça faisait 3 ans que je bossais dans une société de conseil, mais franchement je connaissais rien au monde du travail. Du coup, je pense qu'on a pris une décision assez absurde à ce moment-là. On est au O'Brien, dans le 7ème, c'est un bar dans lequel on était assez fréquemment à l'époque avec Ponf, des vieux potes. Et en l'occurrence, on se retrouvait souvent là, et c'est ici où moi, OGaming, c'est mon projet de fin d'études. Et le nom d'OGaming, il est tout bêtement sorti d'ici en fait. On s'est dit, si on peut mettre, là il y a du golf, tu vois. Si on peut mettre du golf ou du cricket dans un sport, pourquoi on pourrait pas foutre, pas sur tous les écrans, mais quelques écrans du StarCraft ou du Street, ou ce genre de choses. Tu vois. Et c'est cette, je me souviens un peu de cette soirée, effectivement, c'était bon, le bar avait une déco un peu différente, ouais. mais on s'est dit, comme dit Eric, ce serait cool d'avoir du sport électronique dans un bar, et du coup, ce jour-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous empêche de trouver un bar, foutre 3 bécanes, de plugger ça sur les écrans, et du coup, c'est de là qu'est venue l'idée de notre premier événement, donc OGaming au bistrot du stade. Et du coup, chemin faisant, et le cerveau de Noki travaillant, s'est dit O'Brien, OGaming. OGaming, tout bêtement. Ça vole pas loin, mais du pixel et de l'éthanol, quoi. Voilà. Alors c'est plus la même table, mais c'est exactement à la table qui est là derrière que s'est prise la décision de créer OGaming. C'était le 4 juin, je sais parce que c'est mon anniversaire, le 4 juin. Et on avait fait un événement au bistrot du stade, c'est un bar à côté du Parc des Princes. Et c'était des showmatchs, il y avait Abel Scott, Saren, et Moment en joueur, donc à l'époque où sur StarCraft, pour ceux qui se souviennent à du l'époque jeu. où c'était encore des stars. Il y a longtemps, c'était au bistrot du stade, c'était un événement Facebook, c'était ouvert à tous, c'était gratuit. Attending sur Facebook, 500 personnes. Oh, comment on fait rentrer 500 personnes, grand max dans le bar on en fait rentrer 100, il y avait 150. Le mec il nous dit ouais on vient de refaire toute la moquette, demain on reçoit le maire de Paris, ça va être trop bien, machin truc. On a ruiné son bar, on a ruiné Attending, le jour de l'événement il y a dû y avoir 1000 personnes. Et on s'était retrouvés ici, le soir même. Et ce soir-là on s'est dit écoutez les mecs, qu'est-ce qu'on fait ? C'était vraiment cool, tout le monde a vraiment kiffé, il y avait beaucoup de monde. Et c'est là que les choses commencent à changer effectivement, quand tu réalises qu'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à se déplacer et que tu peux les divertir avec tes délires, ta bande de potes. C'est vrai que autour du jeu vidéo compétitif, c'est vrai que ça a fait tilt et c'est là que tout s'est lancé. Ouais c'est ça, et du coup en octobre 2010, donc 3 mois après, OGaming s'est créé et c'était dans le but de pouvoir faire le Bataclan qui était donc le OGaming 1, le vrai OGaming 1. OGaming pour moi c'est un train qui a commencé par erreur et qui s'est pas arrêté pendant 7 ans maintenant.
C'est un peu comme un payload qu'on pousse depuis 7 ans. Au début on était 4, maintenant on n'est pas loin d'être 80, mais il y a des gens qui ont rejoint le truc. Le train il est allé à plusieurs vitesses et des fois il était un petit peu en train de cahoter, des fois c'était une putain de roquette quoi. Au gaming pour moi, c'est marrant parce que c'est plein de trucs. Avant tout c'est une grosse bande de potes. Ça c'est super important pour moi et c'est comme ça que je le vis en fait vraiment tous les jours. Ça n'a rien à voir de bosser avec des gens que tu connais depuis des années que d'aller au taf tranquille et de bosser avec des gens que tu connais pas quoi. T'as pas du tout le même rapport avec les gens. Quand on est un peu bourré, après des beaux événements, après des beaux projets, généralement on dit la blague qui est allée trop loin. Voilà, au gaming, la blague qui est allée trop loin. Parce que effectivement, à la base, c'est quand même une blague de merde. C'est quand même un délire de LAN, de gens qui ont un peu trop bu et qui décident de faire ça pour se marrer. Donc vraiment, tout début de gaming, pour moi, c'est vraiment quand on a commencé, c'était un projet, ouais, ça devait durer 1 an. Enfin, je me souviens de la première répartition des tâches de gaming, mais ça n'a aucun sens. Qui veut s'occuper, c'était à main levée, qui veut s'occuper du site internet? Moi. Qui s'occupe de la boutique en ligne? Moi. Qui s'occupe de ça? Et à la fin, j'ai hérité de la compta. Pour moi, c'est aussi la blague qui est partie trop loin. À l'origine, c'est vraiment le truc, tu sais, tu lances une pierre le plus loin possible et allez, au mieux, elle fait 5 mètres et puis tu trouves que c'est bien, j'en sais rien. Et au final, tu te retrouves 5 ans plus tard avec 20 personnes, des mecs qui tiennent toujours debout. Mais c'est aussi une boîte qui a dû savoir se professionnaliser assez rapidement parce qu'une bande de potes c'est hyper cool tu vois, mais tu te rends compte assez rapidement qu'il te manque énormément de choses quoi. Genre, mais les mecs, va vraiment falloir qu'on monte une boîte quoi. Genre, falloir qu'on fasse de la compta, qu'on sache comment les trucs se passent, qu'on ait des plans stratégiques, qu'on sache ce qu'on va faire, etc. etc. Donc pour moi, c'est vraiment l'alliance de ces deux trucs qu'on a su pousser ces dernières années. Et ce qui fait qu'on a su du coup finalement développer la structure dont on avait besoin pour être carré, parce que tu peux pas réussir sans être carré, mais on a gardé finalement cette atmosphère qui fait que c'est un plaisir de venir au taf tous les jours. Les gens avec qui tu bosses, c'est tes potes quoi. T'as des relations qui sont vraiment très particulières avec eux. Pour moi c'est une vraie chance et c'est un vrai kiff en fait d'avoir l'impression en plus de créer quelque chose. L'e-sport ça se trouve dans 20 ans, dans 50 ans ce sera un monstre comme le foot ou autre. Et nous voilà, sur notre lit de mort on pourrait se dire que qu'on était à la base de ça, quel que soit où on finit. Alors gaming pour moi c'est une grande histoire passionnelle avec son lot de moments d'amour et aussi son lot de moments de haine en soi, parce qu'il y a eu plein de choses au gaming, c'est ce qui nous a permis de... c'est un truc qu'on a monté nous, qui nous a permis de progresser, de découvrir des choses, de se construire une stature professionnelle. Au gaming, c'est le truc, je pense que je l'ai décrit le plus souvent comme étant la boîte parfaite. Ensuite, c'est beaucoup de gens qui sont passés à travers les années, parce que du coup, on le disait, 2011 en fait, je connais les gens depuis 2011. Et il y en a eu beaucoup qui sont passés, vraiment beaucoup. Et donc du coup, tu as un peu la notion de famille quand même, avec plein de potes qui sont passés par là. On dit souvent c'est une grande famille, c'est vrai, mais c'est aussi avant tout du travail. Et c'est un métier, quoi. C'est faire partie d'une entreprise avec des gens qui sont cool. On va pas se mentir non plus, ça reste quand même, on est très libre de ce qu'on fait aussi, on a beaucoup de possibilités de communication les uns avec les autres. C'est avant tout la passion. Pour moi, la passion du jeu vidéo, du sport électronique et la volonté de faire ça bien, de le mettre en scène pour que les gens se disent mais en fait c'est un vrai média en fait. Quand je suis arrivé ici, je me souviens, on avait fait une soirée de lancement, enfin pas de lancement mais une soirée d'accueil de tous les nouveaux qui faisaient dans la Web TV. Et là j'ai fait putain en fait on est tous passés par le même truc, il y a une super ambiance, on est un peu tous des potes quoi, et c'est trop cool. Au gaming, pour moi, c'est des gens. C'est avant toute chose, c'est des gens. C'est les commentateurs, c'est les gens qui sont dans l'ombre. Toi, Arthur, du coup, qui m'interviewe et que je connais particulièrement bien vu que j'étais à l'école avec toi, comme ça c'est dit. Les gens autres dans l'ombre, certains connus, Noki, directeur artistique, Max, et d'autres moins connus, Thomas, le directeur financier. Et puis c'est les gens qui regardent. C'est la communauté et vraiment, pour moi, c'est cet ensemble-là en fait qui fait au gaming.
Meilleur souvenir, c'est un peu spécial, c'est bizarre, c'était les Nuits Sonores à Lyon. Alors il y a plein de trucs, Iron Squid, Nation Noir, les Zénith et tout, mais celui-là en fait c'est tout bête. C'était post Nation Noir, je pense. Non, pardon, post Iron Squid. Et en gros, on avait été invité par les gars des Nuits Sonores pour faire un événement, un petit showmatch qui était organisé en partie par des gars, genre je me souviens, je sais plus, l'Armatim, Cybernation, hein, Cybernation à l'époque. Et vraiment c'était un petit showmatch StarCraft 2. Et on était juste, à l'origine c'était juste 2 mecs, c'était Confétude et peut-être une personne qui venait. Et on a demandé, si on réduit le fee, ce que touche Confétude, est-ce que du coup on peut ramener des potes quoi, bien sûr. Du coup on est venu à 8 et c'est là on a tourné ces vidéos et on s'est retrouvés au début avec Danger qui était un super DJ, un excellent prod qui faisait de la musique sur l'événement. Et ensuite les organisateurs nous ont invités à la grosse soirée des Nuits Sonores qui était, c'était pas les 20 ans mais non pas les 20 ans je crois, c'était 12-15 ans, un truc comme ça. 10 ans peut-être. Et il y avait vraiment une line-up mais de malades et on bouffait avec... ils nous avaient invités à bouffer dans pas les loges mais le catering artiste, etc. Et toi t'es tranquillement en train de... Tu sors de tes commentaires de jeux vidéo, de ta blague que t'as fait avec tes potes il y a 1 an et tu bouffes avec Laurent Garnier, Gessa Felstein, Brodinski et tous ces trucs. Et tu dois rester parfaitement serein, genre moi aussi je suis un artiste et tout. Alors que c'était complètement surréaliste. Moi c'était les Worlds à Paris. Les Worlds à Paris au Doc Pullman, j'étais sur place, pardon. J'étais sur place et je devais faire mes fiches, mes assets du pré-show. Tout ce que les gens voient, que ce soit dans la salle et chez eux ou au Bellucci sur le live. Et en même temps, on était dans un camion, enfin pas dans un camion régie, mais on était dans la régie directement sur place. Il y avait les Chinois juste à côté de nous, il y avait les casteurs anglais pas loin. Les joueurs, on les voyait passer, le public, enfin il y avait vraiment beaucoup de monde et c'était vraiment mon meilleur souvenir show gaming, je pense. Je m'occupais à l'époque du bootcamp au Bellucci qu'on avait fait, où du coup on accueillait tous les spectateurs de manière gratuite pour regarder les matchs à longueur de journée et le soir on faisait des soirées avec les gens de Riot du coup qui sortaient du Doc Pullman. Donc il y avait les joueurs, il y avait tous les casters, etc. Et du coup, mon rôle, c'était de coordonner tout ça sur 2 semaines. Voilà, c'était mon baptême du feu chez OGaming et c'était aussi l'un de mes meilleurs souvenirs, pour le coup, parce que c'était assez fou quand même pour une première expérience là-bas. Oui, le truc le plus marquant, ça a été les Worlds en 2015, clairement. C'était complètement ouf, le bootcamp était absolument excellent. Alors on était tous complètement rincés de fatigue. Mais c'était énorme quoi. Et puis on était vraiment au cœur du coup de la communauté, ils étaient avec nous, ils étaient vraiment à côté de nous quoi. Donc il y avait ça et puis il y avait aussi l'ambiance quoi, l'ambiance générale, c'était le feu, c'était énorme, c'était une super expérience autant en matière d'organisation de faire ça dans une boîte que de le vivre humainement en fait. Je pense que Nation Noir 2 c'était mon meilleur souvenir parce que la salle était vraiment folle. J'ai des souvenirs même quand je suis allé me coucher de l'hôtel à Concorde où j'étais dans la même chambre que Funka où on s'était raconté nos vies pendant 3 ou 4 heures. Et c'est vrai que rien que d'y penser, j'ai des frissons, c'était vraiment fou parce que tout en fait, de la découverte de la salle à l'intro, au moment qu'on a passé en extérieur, tout était vraiment fou. Donc je dirais Nation Noir 2. J'aurais pas pensé que j'aurais pu faire un truc aussi grandiose entre guillemets dans ma vie. Je pense que le jour du Trianon c'était pas mal la course, on prenait pas mal de jets, il y avait toute une vague qui était partie, la vague Gaming Live qui était partie, donc on était sur une équipe très jeune, vraiment ok on y va et je pense que le Trianon représente bien ce qui représente au gaming, on l'a fait par les gens. C'est un crowdfunding le Trianon, c'est quand même plus de 160 000 balles qui ont été levées grâce à la commune, grâce à vous du coup. Et je pense que ce jour-là, ça représente, ok, ensemble, des passionnés sur un projet. Et je pense à une ou 2 chansons de Monsieur Vert. J'ai écouté Monsieur Vert il n'y a pas longtemps dans mon bureau, pour les anciens. Voilà, c'est notre place dans la société. Et ouais, c'est ensemble, des gens, une communauté qui... Certains ont donné 1 euro, d'autres ont donné, Frank Underwood qui a donné je ne sais plus combien, 40 000 de mémoire. Voilà, à la hauteur de ce que chacun est capable de faire, on a fait un projet et on a été au Trianon de Paris et on a rempli une salle avec du e-sport, du jeu vidéo, bien avant que vraiment t'aies
toute l'effervescence que tu peux avoir à l'heure actuelle, post-loi Axel Lemaire, etc. etc. Et ce jour-là, c'était vraiment, il y avait une notion d'aboutissement, vraiment, un rêve. Voilà. Nation Wars 2, c'était ouf. Moi, c'est la première fois que je faisais du live, vraiment. Tu vois, c'est la première fois que je prenais le micro dans une salle, je caste... Merde, je caste Mexique, France. C'est les premières games que je caste. Et là, on prend 4-0, quoi. Une ambiance de malade. Encore une fois, que les gens, ils ont été capables d'aller d'ailleurs au-delà du 4-0 et de la France éliminée. Genre, je trouve que les gens, le public, il est revenu, quoi. Mais ok, bah on va standing ovation déjà pour Major qui vient de nous 4-0 tranquillement. Voilà, merci, ça fait plaisir. Et puis après, même les matchs d'après, c'était ouf. Je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est le deuxième event que j'ai fait avec OG, c'est Iron Squid 2. Le Palais des Congrès, il faut imaginer 3000 personnes dans une énorme salle hyper prestigieuse avec des décors de ouf installés sur scène. Des semaines de préparation, une effervescence dans ces locaux incroyable. Ils construisaient le décor dans une autre pièce et quand tout s'est monté, quand on a mis tout sur la scène, quand il y avait l'orchestre, quand on a tout fait et que là on a lancé le show, je me suis dit, je tremblais quoi. Et pourtant à l'époque je gérais les VOD quoi, d'Iron Squid 2. En gros, je faisais l'install technique et c'est tout quoi. Donc j'avais pas une responsabilité énorme, mais malgré ça, il y a tellement de passion et d'effervescence autour du truc dans la préparation et tout, que je me suis dit, putain c'est ouf quoi. Pour moi, c'est le host sur Iron Squid 1 et 2, du coup, où je me suis retrouvé catapulté là, je vais pas te dire par hasard, parce que bon, je discutais un peu beaucoup avec eux, etc., il n'y avait pas de souci, mais j'avais clairement pas le niveau de connaissance e-sport que ces mecs-là peuvent avoir, quoi, et du coup, j'ai appris à l'arrache quelques jours avant, au fait, mec, tu vas être devant le Grand Rex, / le Palais des Congrès, dans une petite semaine. Est-ce que t'es chaud, comment ça se passe et tout. Et tu sais, bon, sur le moment, tu réalises pas trop, quoi. Tu te dis, bon, écoute, ça peut être super cool, j'aurai certainement jamais l'occasion de refaire un truc comme ça dans ma vie, bon, bah ok, je vais bosser un truc et tout, y a pas de souci. Et puis plus la deadline se rapproche, tu veux, plus tu prends la mesure en fait de la situation dans laquelle tu es en train de te mettre, quoi, tu vois. Et t'as un peu ce moment que tu peux avoir au théâtre avant de rentrer sur scène où du coup t'as bossé ton texte et tout, t'es hyper content quoi. Et t'as cette pression terrible de putain, derrière le rideau, il y a masse gens, si je me chie, c'est l'enfer. Et là tu t'en veux, t'es en mode genre mais mec, mais pourquoi tu t'es mis dans une situation pareille? Genre ça n'a absolument aucun sens, tu vois. Et à la fois, t'es hyper excité parce que c'est vachement cool, quoi. Et donc, ouais, je pense que moi, c'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. C'est ces participations aux gros shows de gaming qui sont un mélange, finalement, d'excitation pure et de terreur absolue. Alors moi, c'est l'intro d'Iron Squid 2 où c'est clairement une idée qui avait popé dans ma tête et on en avait directement parlé. J'avais chopé Alexis Garceau d'Inicronia pour voir ce qu'il en pensait, vu qu'il est complètement malade, il avait dit go. On travaille avec quelqu'un qui se fait appeler Ponf et qui aime bien avoir des longueurs d'avance, qui aime bien raconter des histoires et toujours essayer de se dire il va falloir trouver des trucs qui n'ont jamais été faits encore. Et réussir à monter un orchestre de toutes pièces, composer un morceau qu'on avait à synchroniser avec de la vidéo à ce moment-là, faire ça dans un laps de temps assez restreint. Ça reste une expérience assez exceptionnelle quand ça finit au Palais des Congrès, dans la grande salle du Palais des Congrès de Paris. Mais je me rappelais de cette idée qui avait popé à 4h du mat sur Skype et de moment où on s'est dit ce serait pas marrant de faire un orchestre symphonique et ça je pense que c'est en plus avec les gens qui kiffaient, qui étaient debout, qui étaient en train de cracher leurs poumons sur la musique classique. J'avoue que moi c'était un feeling qui m'a vraiment marqué quoi. Il y a eu vraiment des moments difficiles où il a fallu se sacrifier pour faire tenir la baraque et pour en arriver jusque là. Et ouais, par moment on s'est dit on quitte, on n'a pas de moyens, on galère tout le temps. Est-ce qu'on va arriver à en vivre vraiment? Enfin, c'était pas facile, hein, c'est pas facile. Mon pire moment ever, moi je crois que c'était en 2013 ou en 2012, c'était vraiment c'est le burn-out absolu. Aussi loin que ça. Ah ouais, non, on était période de disette financière chez Gaming. Ouais, il y en a eu. Donc voilà, c'était juste avant que Steffi, celle qui a récupéré, donc bisous Steffi, si tu regardes cette vidéo, qui a récupéré la compta, etc. C'était avant l'arrivée de Vincent aussi, bisous Vincent. Hein. C'était l'époque où il y avait. J'étais plus ou moins ce qu'on j'appelle de garde, j'étais de garde aux locaux pendant le mois d'août. Donc
personne dans les locaux. C'était... donc déjà, bon, situation financière, situation de la boîte vraiment pas terrible. J'apprends que ma mère a eu un accident très très grave, elle a fait une grosse chute, 17 mètres en escalade, on s'est passé les vivantes, on l'amène à l'hôpital, donc j'apprends ça, genre... Déjà ça va pas bien, ma copine m'envoie un message que je comprends mal parce que je le lis en diagonale, c'était grosso modo je te quitte et, et avec les semaines de senteur, etc., la fatigue physique, la fatigue mentale, c'est le tac, c'est le jeu, j'en peux plus, tu te mets dans un coin en PLS, tu verses ta larme, et après tu fais non c'est pas possible, faut que je fasse une pause, faut que je fasse un stop. Et il y a eu des moments comme ça, et après l'équipe s'est étoffée, il y a Stéphie qui est arrivée, il y a Vincent qui est arrivé, il y a Rambo, il y a 3 millions de personnes qui sont arrivées pour nous aider, l'équipe a grossi, mais au début il faut se dire qu'on était... chaque personne chez Gaming faisait le travail de 5 personnes quoi. Le moment où je me suis vraiment dit c'est chaud, c'est le moment où j'ai décidé de vraiment quitter les boîtes doudou ronron, pépère dans lesquelles je bossais avant, où j'ai appris plein de trucs si tu veux, mais dans lesquelles je m'éclatais pas vraiment quoi, pour rejoindre mes potes. Et là t'es dans un mode où, ok, donc je vais sauter de ce pont qui est la sécurité, mon loyer, tout va bien, l'absence d'inconnu, ce que je sais gérer, etc. et qui marche depuis des années, je saute dans l'inconnu de la start-up des amis et du monde du dodo e-sport, tu vois. Et là, à ce moment, mec, mais c'est terrible. Alors déjà, tu fais chier tout le monde, t'en parles à tout le monde, tu fais chier tes potes, tu fais chier... Alors tu fais pas chier ta famille, parce que tu n'en parles pas à ta maman. Tu ne peux pas, si tu veux lui dire que... Alors écoute, je vais quitter un emploi bien stable dans le CAC 40 et tout le bordel pour rejoindre une start-up avec des potes, tu n'en parles pas. Donc du coup, c'est tes potes que tu fais chier, c'est ta meuf, c'est tout le monde et tout ça, quoi. Et ce moment, mec, avant la prise de décision, il est juste horrible. Tu penses à des milliers de trucs de partout. Une fois que t'as jumpé, c'est cool. T'es dedans. Le moment où c'était chaud, c'était vraiment là. Je me souviendrai particulièrement, je pense, des O-Gaming Night Live. Donc pendant bien 6 mois, on a fait tous les samedis soirs, on était au Meltdown et on faisait des shows en direct depuis là-bas. Et le premier qu'on a fait, donc pour l'ouverture du Meltdown 2 à Bastille, on a passé 2 jours à préparer le truc, à installer la scène et tout. Et genre 30 minutes avant, tout le monde est rentré dans la salle. On est prêt à lancer le truc. On est à une demi-heure du show. Il n'y a aucune lumière qui marche. Et là, je comprends pas pourquoi. C'est genre méga stress. Et faut savoir que je faisais la réelle en même temps. Donc j'étais là, mais putain, mais ça marche pas, je sais pas comment je fais. Et finalement, j'ai réussi, c'était juste un câble qui marchait pas, qui me faisait tout sauter. Mais bon, encore une fois, voilà, j'ai appris tellement de trucs que ouais, c'est chaud, il y a des moments, putain, tu transpires. Le moment par contre où je me suis dit c'est chaud, c'est 0MS. Pour vendre les places pour aller faire du coup Nation War 3 et Red Hot en salle. Et t'étais dans le guidon et du coup comme t'es chef de projet dessus, tu te dis ok, on était avec Ponf, ok bon qu'est-ce qu'on fait? On remplit les places. Et à un moment donné t'en perds la réalité des choses. Et à un moment donné du coup il y a Stéphanie qui vient avec Noki, qui du coup était moins dans le day-to-day, la tête dans le guidon, et qui nous dit les gars, on va pas y arriver, faut arrêter. Et là t'as très très mal en fait, tu te dis c'est pas possible, c'est vraiment pas possible. Et là ouais c'est un moment t'as une remise en question, tu te dis qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce qu'on a mal fait, et comment on va faire? Comment on va faire? Parce qu'il va falloir s'en relever, il va falloir avancer, il va falloir construire et il va falloir qu'on continue d'exister. Et ça, c'est un moment où ouais, j'ai eu très très peur. Donc des moments de stress, j'en ai eu pendant à peu près 3 ou 4 ans pour moi. Le moment le plus hardcore, c'est probablement au moment de l'annulation de l'Olympia. En plus, j'étais dans une situation personnelle où on n'avait pas de thunes. Du coup, je dormais dans la cave d'un pote qui m'avait gentiment prêté une pièce, quoi. Et j'étais président, patron SDF, quoi. Et le moment où il faut annuler le truc et te dire putain Alex, t'as peut-être fait une connerie. En essayant à tout prix que ce truc ait lieu et de le faire passer coûte que coûte, alors que c'était peut-être pas le bon moment, c'était peut-être pas la bonne formule. En plus, on sortait des Worlds avec une espèce de rayonnement de ouf, où Chips & Noix avait assuré de ouf, toute la team technique, Georges, Noki, Yata, Romain, Faust, qui avait dirigé complètement le projet et qui à l'époque dirigeait la Web TV. Ils avaient fait un taf de ouf et on sortait de ce truc, on était enfin positif en termes de pognon et tout, et c'était trop bien. Et derrière, boum, tu te prends ce truc là qui te ramène directement au sol en mode, en fait, limite tout
qu'on a pu générer pendant les Worlds, en fait, ça va partir dans une perte d'annulation. Et il va falloir tout recommencer, quoi. Et allez, c'est parti, c'est 2016, vas-y bonhomme, quoi. Et là, je me suis dit, voilà, ça frotte un peu là. Il y a un moment où en fait j'ai eu l'impression que OGaming n'arrivait pas à passer de la petite boîte qui à la base était un peu un groupe de potes, donc avec beaucoup de gens qui se connaissaient bien et qui s'aimaient beaucoup, à une boîte un peu plus professionnelle. On commence à dispatcher les responsabilités auprès des gens qui ont fait leurs preuves et où on essaye du coup de faire quelque chose de plus carré. Et ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu peur et ça m'embêtait parce que j'avais peur en fait qu'on fasse du surplace. Et puis au fur et à mesure du temps, en fait, et après mûre discussion, mes réflexions, enfin, je me suis rendu compte que non, qu'en fait les choses changeaient et qu'elles changeaient dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'à une époque, j'ai eu vraiment peur de ça. Ouais. Un des moments les plus flippants, parce qu'après on a eu, c'est évidemment des... Ah si, il y a eu le Rex. Enfin, il y a eu de l'humain, mais là, si j'en pick up un, c'est sur l'événement. Le Rex, Iron Squid. Préparation, il a un truc comme 15h. Nous, on est dehors en train de faire une pause de secondes, et là, 11h, on nous explique que il y a l'écran du Rex qui s'est pété la gueule. Hein? Genre, t'es au Rex, tu sais, tu vois la gueule de l'écran, quand on dit l'écran du Rex s'est pété la gueule, genre, tu reposes 3 fois la question. Et au final, il n'y a eu aucun problème, etc. Mais genre, je voulais s'imaginer le poids, ce que c'est, les implications. Au final, il n'y a eu aucun souci et tout marchait, mais genre, t'es pas safe, quoi. Nation Wars 4, c'était vachement cool, c'était un putain d'event et je suis très content qu'on soit passé au-delà du truc, mais j'avais bossé à mort sur le truc. Et c'est un des trucs sur lequel je me suis le plus investi depuis le début d'OGaming, où j'ai eu l'occasion de bosser sur tout, en fait. Genre, c'est la première fois où je me suis dit, ok, d'accord, là, c'est la définition de four et moulin, tu vois, genre, viens, on s'occupe un peu de tout. Je dis pas que je suis allé au bout de tout ce que j'ai fait, par contre, j'ai touché quasiment à tout ce qui... En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, tout ce qui a eu attrait à Nation Wars. Tout qui s'est passé, genre, vraiment très très peu de temps, penser la scénographie du truc, il faut faire venir les joueurs, donc les joueurs, on va les faire venir dans les locaux, ok, comment ça se passe, machin, faut récupérer, faut faire des vidéos faut faire des vidéos d'ambiance, de machin pour les équipes. Ok, bah vas-y, on va écrire les questions des interviews, et puis on part en tournage, et puis après il faut caster... Enfin, je dis ça, avant ça, il y a la phase online. On a fait des journées complètement débiles, 3 jours de suite. Je crois que moi je revenais de Chine juste avant, donc j'étais très 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 fatigué. On a enchaîné comme des bâtards. Et donc très 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 fatigué. Très 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 rude. Et voilà, ensuite, voilà, les demi-finales qui s'installent, on fait venir les équipes. On fait tout ça, et mine de rien, dans toute cette histoire, le truc qui rend le machin encore plus dur, c'est que ma mère est retombée malade à ce moment-là, et que j'étais à fond, à mort la tête dans le projet, et je me suis dit, bah ok, comment je suis censé... Enfin, je sais pas trop comment le dire en fait, mais comment je suis censé gérer cette news, sans abandonner le projet, mais en étant là pour ma mère, etc. Machin. Et bon, c'est devenu très genre... Évidemment, pour quelque chose qui ne te passionne pas jamais, tu consens les mêmes efforts et la même surcharge que ce que tu peux avoir quand tu bosses pour une boîte comme OGaming. C'est-à-dire que... Ouais, il faut... c'était un projet énorme, et au lieu de claquer la porte et de dire ok, on arrête tout, il y a d'autres choses, d'autres feux à gérer, d'autres choses à penser, etc. Bon, c'est un sujet compliqué que j'ai du mal à décrire dans des mots précis, tu vois, mais ce moment-là, c'était genre ok, on le fait parce qu'on est on a une bande de potes, on a une énergie de ouf, on a quelque chose de malade, et il faut aller au bout du truc, mais d'un point de vue énergie, d'un point de vue... C'était très dur. Le but de base en fait avec cet investissement, c'est surtout de pérenniser l'activité, de passer certains paliers sur différents domaines, histoire de devenir définitivement rentable et de générer du bénéfice. Selon moi, c'est important pour pouvoir progresser. Enfin, vraiment, il faut se dire qu'en fait, pour nous, c'est une façon de pouvoir continuer, de se dire on va pouvoir faire ce qu'on kiffe,
et dans les bonnes conditions. On va déménager, on va avoir des opportunités pour faire des trucs. Je pense que la base quand même, nous, dans l'idée, globalement, c'est de repartir et de refaire de l'événementiel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de repartir en gros events. C'est mortel, en fait, du coup. Parce que ça a été un vrai casse-tête pour nous pendant longtemps, de se demander comment tu fais pour avoir plus de moyens, pour monter ta qualité de prod, peut-être couvrir plus de jeux, évoluer si tu veux. Enfin, tu vois, pas rester le gaming qu'on connaît aujourd'hui, mais vraiment step up, quoi, accéder à un nouveau truc. Et quand t'es effectivement un petit acteur indépendant, bah, c'est chaud, quoi. Et donc t'as un casse-tête qui est terrible, qui est de te dire mais en fait comment je fais pour accéder à ça, du coup, sans perdre mon âme, quoi. Du coup, l'esprit qui a fait que c'était cool, que tu veux conserver et tout ça. Et là où c'est mortel, c'est que bah, ça c'est parfaitement compatible avec tout ça, quoi. Donc on est méga chaud, ça va nous permettre de monter la qualité de prod, d'investir dans du matos, de réfléchir à tout ce qu'on peut faire en termes de couvrir de nouveaux jeux, de l'événementiel, ce genre de trucs et tout ça. Et ça c'est mortel, c'est la good news qu'on attendait. Et putain, elle fait plaisir. J'ai beaucoup d'espoir pour cette boîte. J'aimerais vraiment faire ce pourquoi je suis faite en fait, c'est-à-dire l'illustration avant toute chose. Moi je suis graphiste, mais faire des assets de pré-show pour moi c'est pas que ça en fait. C'est bien, c'est intéressant, mais j'ai envie qu'on me donne la possibilité de faire plus d'illustrations et je pense qu'avec justement cette... Ouais, plus de création, plus d'événementiel, voir des gens qui viennent dans l'événementiel, qui aiment ce qu'on fait tout simplement et c'est ce pourquoi à la base OGaming a été créé finalement, c'était faire de l'événementiel donc et j'ai vraiment hâte. Enfin, l'e-sport essaye tellement de pomper les codes du sport traditionnel alors qu'il y a d'autres trucs à côté sur lesquels il peut apporter tellement plus. Sur les events, on connecte des domaines qui n'ont absolument rien à voir, que ce soit les lumières, un jeu, des effets, sur un show de 8 heures, etc. Et je pense que toute l'identité, enfin, tout le graphisme et la création de manière générale qu'on a derrière, on est dans un domaine qui est très récent et on peut encore créer un milliard de trucs dont on n'a encore aucune idée aujourd'hui. Je pense que c'est un des trucs les plus excitants qu'on puisse avoir à faire en fait. Même si c'est sur des petites émissions, des plateaux, OGaming a toujours été un laboratoire pour tester des trucs qui auraient été 100% refusés ailleurs. Et je pense que c'est aussi là l'occasion de pouvoir continuer à tester ce genre de trucs, quitte à aller parfois trop loin, parce que c'est notre truc aussi. Mais avoir un vrai message, d'avoir une portée un petit peu différente de ce qui se fait aujourd'hui. Je pense que c'est vachement important. C'est à ça que tu te différencies et vu qu'on l'a toujours été, je pense que c'est une bonne chose. Je suis à la fois hyper content et en même temps fier de ce qu'on a pu accomplir et de me dire c'est enfin reconnu ce qu'on fait et on va enfin pouvoir exploser. C'est-à-dire qu'on était tous dans notre boîte là, sauf qu'on avait un putain de toit là, impossible à éclater. Et là c'est bon, là, on a fait sauter tous les rivets, on est prêt. On a des passionnés avec nous, on est tous chauds pour faire des trucs de ouf. Et moi j'ai grossir, se professionnaliser autant par notre matériel que par notre éditorial. Pouvoir proposer des events encore plus fous que ceux qu'on a fait par le passé à notre communauté. Et ouais, c'est cool de pouvoir grandir en se disant on peut continuer à faire ce qu'on fait et à être ce qu'on est. Si tout se passe bien, ça va permettre de faire plein de choses. On est censé pouvoir débloquer des fonds pour l'événementiel, reprendre un peu ça qu'on avait un peu laissé tomber cette année parce que on n'avait pas de ressources humaines suffisantes et pas assez de budget pour. Du coup, nous donner les moyens de réaliser d'autres choses et du moins, en tout cas ce qu'on fait à l'heure actuelle, de le faire mieux. Mais toujours de garder à l'esprit qu'on va garder cette patte OGaming, de ne pas la perdre. C'est le principal. Enfin, en tout cas, moi, c'est le principal que je souhaite vraiment garder. C'est vraiment d'améliorer la qualité de production, nos plateaux, notre environnement, notre qualité à nous de vie en tant que salariés de cette société. Mais améliorer aussi la qualité de vie des casteurs. Être payé à l'heure, voilà. C'est juste être payé à l'heure, c'est le 30 du mois ou le 1er du mois, ton argent qui arrive.
révolutionnaire. Ça Hein. change la vie. C'est genre révolutionnaire. Genre une fois, je suis allé dans un... C'était pendant l'event d'Amigo, t'as un mec de Webedia qui se plaignait d'avoir été payé une semaine en avance. Je l'ai regardé avec la larme qui coule le long de la joue, je fais... Gros, genre, quoi tu te plains? Ouais, mais j'avais pas anticipé, ouais, ferme ta gueule. C'est une belle aventure et elle continue. Et elle continue du coup avec de... On est dans de meilleures dispositions. On va avoir une meilleure configuration. L'événementiel. Ouais, ça va être cool, ça va être cool. Mais c'est vrai que c'était pas facile toutes ces années, enfin avec tous les problèmes. Enfin, je pense qu'on a de temps en temps parlé un peu de tout ça, mais à mon avis c'est la première fois qu'on s'exprime de façon aussi ouverte sur tous les soucis qu'on a pu avoir, etc. Et voilà, il faut savoir que, enfin, en plus de ça, aux yeux du public, on est surtout commentateur avec Noix. Et enfin, tu vois, quand t'avais toutes ces situations difficiles à gérer, que toi-même t'étais genre pressurisé de fou, et au cast tu dois être souriant, pertinent, sympa et tout. Franchement, il y a des moments où on arrivait sur le bureau de cast. Juste avant, il y avait une prise de tête sur un truc ou une réflexion sur quelque chose de terrible. L'éclat de rire de Georges, où on arrivait avec Chips, on s'en avait pris des gueulantes mais monstrueuses. Hein. On arrive et on se bugle dessus, etc. Le cast commence. Et salut tout le monde, ici Chissa. Le truc continue, putain, tu me casses les couilles. Ah non mais c'était... Il y a des moments vraiment où, genre, garder sa contenance et son flegme, et se dire vas-y focus. Bon d'ailleurs on l'a pas toujours fait, il y a des moments où on a un peu craqué en cast et où t'es là, bon tu blâmes plus une équipe que tu ne le devrais. Mais en fait c'est juste que mentalement les gens voient pas ça, ils pensent que t'arrives, paf voilà, ta vie c'est peinard, tu casses machin. Non en fait genre t'es pressurisé de fou et t'arrives au cast, genre tu penses à 50 000 trucs différents, t'arrives, tu regardes le match, tu savais pas ce que c'était, t'arrives, tu regardes, tu fais ok c'est ça ce match, 3, 2, 1. Bonjour à tous, bienvenue et tout, et t'es là genre... Et après ça passe parce que tu rentres dans ton truc et tout, mais... Allez, pour te mettre, 5 premières minutes... Pour te mettre dedans, parfois c'est pas forcément facile, et enfin il y a beaucoup de fois où tu sacrifies beaucoup pour tout donner jusqu'au bout du cast, et tu finis, tu raccroches ton casque, tu dis genre, vite rentrer, dormir, j'en peux plus quoi. Et voilà, mais c'était... Enfin dans tous les cas, ça a été un sacré parcours. D'en arriver jusque là, et je suis pas peu fier qu'on ait réussi finalement à, malgré tout le pessimisme de Noix qui n'a jamais cru à cet investissement. Bon, et parfois j'y ai pas cru non plus, hein, j'ai eu mes gros moments de déception aussi, mais finalement on y arrive et ça fait sacrément plaisir quand même. En temps normal t'es plus en train de te dire attends, reste tranquille sur tes plans et tout machin, là on te dit au contraire vas-y, excite-toi un peu et écris des trucs et pense des choses, pense des événements, pense des concepts, des trucs, parce que on va peut-être pouvoir les mettre en place, si ça vaut la peine, on le fera. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. J'ai des idées, des idées de choses très compliquées à réaliser, qui peuvent être possiblement assez coûteuses. Et j'avoue, dans ces rêves, c'est à un moment avoir les moyens de pouvoir actionner la manette et se dire ça n'a jamais été fait, ça n'a jamais été vu, j'ai envie de voir ce que ça peut donner. J'ai pas envie de citer des choses, j'ai pas envie de créer des effets d'attente, mais ouais, j'ai plein de choses en tête et avoir que ce soit le temps, que ce soit l'énergie, que ce soit la cohésion de groupe, ou que ce soit simplement les moyens, qu'ils soient financiers ou autres, ou matériels, de réussir à faire ça, de proposer des choses nouvelles que personne n'a vu encore. Ouais, j'ai un petit catalogue en tête et je le garde pour moi pour l'instant. Premier travail, il est accompli. On a besoin de moyens, on a besoin de, on a besoin de lever des fonds, hein, tout simplement. Et, voilà, c'est fait. Ça fait. J'ai commencé à travailler avant de prendre la direction générale. D'ailleurs, je travaillais avec Stéphanie, qui m'a accompagné avant, que j'embrasse et que je remercie parce que sans elle, je ne serais pas là à diriger cette société. Et maintenant, on a les moyens de travailler. On va pouvoir commencer à travailler et commencer à faire ce qu'on a envie de faire, mais qu'on a au fond de nous. Je pense que tous les gens qui travaillent chez OGaming, ils donnent à la communauté, ils donnent aux gens, il y a ce lien qui est présent avec les abonnés, avec les fans, avec les gens qui nous regardent. Quand tu vas au Meldon, que tu croises quelqu'un, tu as toujours ce lien et tu as toujours envie de donner plus. Je pense que ce qui caractérise OGaming, au-delà des gens qui la composent, c'est qu'il y a une histoire, une émotion qu'on ressent tous, c'est qu'on a toujours envie de transmettre et qui, je pense, le jour où on la perdra, cette émotion, ça veut dire qu'OGaming ne sera plus OGaming. Ça fait du coup quasiment un an que je travaille sur la levée de fonds. Et on a rencontré des acteurs, on a vraiment rencontré des gens. Le sentiment que moi j'ai, c'est qu'on a trouvé le bon acteur qui a choisi de faire confiance à OGaming dans l'intégralité, dans l'intégrité de ce qu'est OGaming. Donc il y a vraiment ce sentiment, on va pouvoir faire, nous OGaming,
chacun à notre niveau, ce qu'on a envie de faire, de continuer à donner à la communauté en restant ce qu'on est. On est authentique, on le revendique et on va pouvoir continuer à l'être et continuer à donner à travers des projets et on va pouvoir faire plein de projets. Merci à Ponfétude, mine de rien, d'avoir créé cette chaîne YouTube. Merci à Ponfétude aussi pour leur ouverture. Ce qui m'a permis de te rencontrer toi, de rencontrer plein de gens. Et je trouve qu'au final, OGaming a toujours su intégrer dans sa boîte des gens qui étaient compétents, qui étaient intelligents, mais surtout aussi qui avaient un bon état d'esprit. Je trouve que c'est pas dans toutes les entreprises où tu as un état d'esprit où tu respectes vraiment les gens parce que tu trouves que tout le monde a son talent, que chacun apporte quelque chose à l'entreprise et que voilà, quand tu travailles, de savoir que si tu vas voir telle personne ou telle personne, ça va te permettre d'avoir une vision différente sur ton projet, de t'apporter des choses qui vont te permettre de rendre ton projet plus qualitatif. Donc je dirais merci à Ponfétude voilà, d'avoir su faire la bonne chaîne YouTube, d'avoir su s'ouvrir l'esprit et d'avoir ouvert les portes à d'autres casteurs, à des techniciens et d'avoir su faire confiance à tout le monde. Et merci à tous ceux qui font OGaming de faire en sorte qu'OGaming ressemble à ça. Donc merci à tout le monde pour ça. Je suis extrêmement fier d'OGaming. Je pense qu'OGaming a permis à des talents d'émerger, par exemple des commentateurs ou même des cadreurs, des techniciens qui voulaient travailler dans cette industrie, des directeurs de Web TV, des nouveaux métiers qui n'existaient pas avant, directeurs de Web TV. Honnêtement, j'ai le sentiment que tout le monde s'est donné à fond, tous les fondateurs, les employés, les casteurs et le public également était de la partie. L'audience, en fait le lien qu'on a avec l'audience était et est encore indispensable à la réussite de ce projet. Et le projet n'aurait pas pu réussir sans ce lien. Donc honnêtement, j'en suis super fier. Je suis très surpris d'avoir participé à une telle aventure, mais aussi très fier. Pour moi, c'est à la fois c'est une page qui se tourne, dans le sens où, encore une fois, moi je suis très content du coup de prendre de la distance vis-à-vis de la direction opérationnelle de la société, et plus pouvoir me concentrer notamment sur les événements, ce qui est à la base le truc qui me fait vraiment kiffer, où tu réunis l'expérience live, la télé, la vidéo, des partenaires, et tu synergies tout ça autour d'une œuvre créatrice. Une création live sur le sport électronique, moi c'est vraiment ça qui me fait vraiment bander. Donc je suis vraiment très content de pouvoir me dédier à ça, les yeux fermés, avec Antoine Rabi, donc Uncle, Sébastien Lévesque, Kerry et Thomas Mesquida à la finance, qui gèrent le truc et qui pilotent maintenant ce que je pilotais avant et qui le font d'ailleurs beaucoup mieux que moi. On a vraiment le sentiment d'avoir trouvé le bon investisseur qui va nous faire confiance et qui, en fait, au-delà de ok, je suis l'investisseur, je veux grandir dans l'e-sport et vous vous incorporez dans moi et on va grandir ensemble. T'as vraiment, ok, je suis l'investisseur et OGaming vous allez grandir et à travers vous qui grandissez, votre croissance, moi je vais grandir. C'est complètement différent. Je vous fais confiance. L'acteur majeur, c'est vous. La personne les personnes qui connaissent l'e-sport, c'est vous OGaming. C'est pas moi qui investis. Certes, je fais un peu d'e-sport, mais les personnes qui sont là, l'équipe qui est là, c'est vous qui l'a composé, les commentateurs, les gens derrière. Et on compte continuer, on compte faire plus, donc sachez que votre soutien et vos critiques constructives, non constructives aussi, ont permis quand même en quelque sorte d'arriver jusque là et que c'est pas fini. Genre on compte tout niquer. Je suis très content, c'est une page qui se tourne pour moi personnellement, Alexandre Nossi. Parce que ça va me permettre de faire des choses qui me font vraiment kiffer et de le faire avec des gens aussi de manière peut-être plus sereine, avec plus de moyens, moins de pression. On a un track record maintenant, donc on sait exactement ce qu'on va faire de cet investissement et on sait là où ça va être important pour les gens et c'est ce qu'on garde en tête. Et vraiment de savoir qu'on va pouvoir continuer à vivre nos rêves et proposer des rêves aux gens, ouais, ça me fait kiffer grave quoi, et j'ai très envie. Au-delà de remercier tous les gens qui ont rejoint et qui en sont partis, je pense aujourd'hui on a dû bosser avec 80% de la scène e-sport française qui sont passés par OGaming et que je les remercie tous, sans distinction. Il y a des gens avec qui ça s'est mieux passé que d'autres, mais tous ont apporté leur pierre à l'édifice à un moment donné et l'ont fait vraiment de bon cœur. Donc à tous, merci de nous avoir permis d'arriver là et d'avoir participé au chemin. Et maintenant, let's rock and roll.